Aujourd'hui, je reçois une femme qui maîtrise l'art de faire vivre une marque en 3D en plus de ça. Donc, Mélanie Miroir, alias Madame Evans, c'est la référence quand vient le temps de transformer un événement en véritable levier stratégique pour sa brand. Pas juste une scène, pas juste des paillettes, mais une expérience qui est plus immersive, qui va nous aligner, nous, en tant que créateurs, avec notre audience, puis qui va connecter et idéalement qui va aider à vendre puis aller plus loin. Donc, sa signature pour moi, parce que j'ai vécu personnellement l'expérience, Madame Evans, c'est une maîtrise du détail. C'est vraiment une vision d'ensemble puis une capacité à faire vivre une émotion de marque, comme j'ai l'impression peu le savent le faire. Mais après ça, je n'ai pas une expérience énormément dans l'événementiel. On a travaillé ensemble donc sur le Gala Elevate. J'ai vu aussi son professionnalisme dans le behind the scenes du Bichot 2023 d'Aline. Puis j'ai vu à quel point ce qu'elle crée, c'est pas juste beau, c'est stratégique aussi, c'est intentionnel. C'est backé par une expérience qui se sent, mais là, à tous les niveaux. Donc, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui dans cette discussion-là, c'est de parler des coulisses de l'événementiel en personne. Comment est-ce qu'on pense un événement pour que ça soit rentable, impactant, aligné à notre positionnement, à notre brand, même si on n'a pas une grosse audience, même si on n'a jamais fait ça avant, puis même si on n'a pas nécessairement un budget monstre aussi, voir c'est quoi nos options. Parce que, évidemment, créer un événement, c'est pas juste de créer une salle, c'est créer un avant, un pendant et surtout un après. Donc, Mélanie, bienvenue sur Effronté. Merci, Geneviève, merci, je suis ravie d'être avec toi, là, tout de suite, maintenant. Ben, pareillement, puis écoute, si j'avais même pas d'autres, idées de qui est-ce que j'aurais avec qui j'aurais pu parler de ce sujet-là, qui est très proche de mon cœur au final parce que c'est quelque chose qui est autant transformationnel, l'événementiel en personne, on va se dire, c'est autant transformationnel pour les gens, pour les clients, pour les participants qui sont là, que pour les organisateurs. J'aime croire que ça l'est un petit peu par petit peu pour toi aussi. Après ça, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais moi, pratiquement mon parcours entrepreneurial a démarré d'un gros événement en personne à New York qui m'a allumé, qui a vraiment fait des déclics énormes dans ma tête. Après ça, même les masterminds, ça fait partie des événements qui ont eu le plus gros impact sur le momentum de ma business, puis les décisions que j'allais prendre, ainsi de suite. Donc, de créer ces choses-là, de créer ces événements-là, ces environnements-là, il y a justement une attention aux détails qui est excessivement importante pour créer cette transformation-là. Mais avant de se rendre dans le détail de l'événementiel, puis de comment est-ce que ça fonctionne, puis JBJ, ainsi de suite, j'aimerais qu'on revienne juste un peu en arrière à tes débuts parce que je pense que tu me diras si j'ai tort, mais ton attention aux détails vient, entre autres, de ton expérience passée. Tu as commencé chez Hermès, entre autres. Tu as switché ensuite vers l'événementiel. Comment est-ce qu'on passe du luxe à l'adrénaline logistique, pas nécessairement au quotidien, mais c'est quoi le déclic qui t'a fait dire: «OK, c'est ça que je veux faire dans la vie aussi», tu sais? Parce que j peux-tu nous parler un peu de cette expérience-là? Oui, mais je pense que la vie, elle m'aime bien et que j'aime la vie, donc C'est bien, ça commence bien cette entrevue. je pense que c'est dans les 2 sens et je pense que sans le savoir à l'époque, parce que plus tu grandis et plus tu prends de la maturité et plus tu te Mmh. connais, c'est qu'au départ, je savais que je m'écoutais, mais je ne savais pas que je savais le faire. Mmh. Et du coup, j'ai toujours été là où, bah, c'était le moment d'y aller et avant d'être chez Hermès, moi, j'étais dans le prêt-à-porter. À Paris, il y a Mmh. un quartier qui s'appelle Le Sentier et je travaillais avec les grossistes. Donc j'ai appris tout, strictement tout sur la mode. De la fabrication à la vente en gros, au merchandising et au salon des prêt-à-porter où j'allais et où j'exposais et où je voyais les défilés. Donc c'était le premier step, tu vois? Je le savais pas encore que j'allais faire de l'événementiel. Après j'ai fait le luxe, la maison Hermès. J'étais en joaillerie, donc le sens du détail. Moi j'étais au niveau des commandes spé. J'étais sur les défilés, j'ai mis des bijoux à des mannequins très célèbres et à l'époque, c'était Jean-Paul Gaultier le styliste. Donc j'ai appris cette pression, à gérer cette pression, à être aux côtés des grands, en toute humilité, à gérer tout ça et puis je me suis expatriée à l'île Maurice et à l'île Maurice, ma fille était à la crèche avec, le fils de Cédric Anissette, qui est un Oui. infopreneur. Ils vont une formation qui s'appelle QLRR et hem et on est devenus amis avec, son épouse et nos enfants jouent ensemble. Puis je lui ai expliqué ce que je faisais et il m'a dit: «Mais tout ce que tu as appris là, dans la mode, c'est magique. Si on l'appliquait dans mon business?» Je dis: «Mais toi, tu vends des e-books, qu'est-ce que je vais faire avec ça?»
Et en fait, bah si, c'était très logique et voilà, je l'ai mis en valeur, je lui ai fait ces événements et je me suis amusée et c'était amusant justement de sortir tous les codes du luxe et de la mode et de les appliquer dans le business. Et en fait, finalement, c'est tout le parcours, la finalité, bah, c'est ce que je préfère dans tout ce que j'ai fait. J'ai aimé chaque étape de professionnelle que j'ai eue, mais là, qui tout un univers autour des business et le business, c'est le bébé, c'est le bébé de chacun, hein. Enfin, ton business, c'est ton bébé, enfin, ça te représente, eh ben, moi, c'est mon leitmotiv, quoi. J'adore faire ça et j'adore vous mettre en avant quand je fais vos events. Voilà. C'est quoi les tu parles des codes du luxe que tu as appliqués, heu, dans ton premier partenariat. C'est quoi ces codes-là? Qu'est-ce que tu as appris à travers ton parcours qui a été, bon, déjà transférable dans un autre univers complètement, mais ces codes-là d'attention aux détails, c'était dans quel cadre que tu les as appris? Heu Dans le luxe, le détail et le luxe, la définition du luxe, parce qu'il y a des gens qui vont aller, tu Mmh. vois, tout droit, définition du luxe égale ça coûte cher et puis c'est tout. Non, c'est pas vrai. Pourquoi ça a un prix? Les luxes, ça a un prix parce que derrière, il y a une histoire et derrière l'histoire, il y a un choix des produits et ce sont pas n'importe quels produits et ces produits, ils passent entre des mains expertes pour en donner quelque chose d'unique. D'accord? Chaque produit, chaque pièce est unique. Et moi, j'applique ces codes-là à chaque infopreneur est unique, chacun a son branding, chacun a son unicité et ça, on va l'appliquer dans l'événement, on va le retrouver, du début à la fin. C'est enfin, chaque événement, il est unique de par l'entrepreneur qui va monter sur scène et moi, je vais appliquer aussi tous ces petits détails. C'est-à-dire que oui, OK, on réserve une salle, mais le traiteur doit être adapté. On va pas vendre, je sais pas, pendant l'event du fast-food, si l'entrepreneur qui est sur scène dit: «Moi, je fais attention et j'ai tel, régime alimentaire où je m'emploie à manger ça et ça». Enfin, on n'est pas en corrélation là avec ce qu'il dit. Donc en fait, c'est ça pour moi le détail et jusqu'où il faut pousser, jusqu'aux goodies, enfin à tous les détails qui font que ça, plus ça, plus ça, plus ça, OK, c'est une logique et ça englobe tout l'entrepreneur et son branding. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ce qui est le luxe, effectivement, je suis d'accord avec ta définition que c'est pas juste le coût. J'ai discuté avec certaines personnes pour qui le luxe, à la base, c'est quelque chose qui est inutile. Pas dans le sens où c'est pas bon, mais dans le sens où c'est pas quelque chose qui est fonctionnel dans la vie de tous les jours. Donc, quand tu te payes quelque chose qui te fait vivre une expérience, mais qui a pas nécessairement amené de valeur fonctionnelle à ta vie, on peut tomber là-dedans. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est mauvais, c'est juste ça a pas une utilité, c'est un feeling. C'est l'expérience que tu vas vivre parce que oui, c'est la qualité du produit comme tu l'as mentionné, heu, mais c'est l'alignement, c'est l'homogénéité du message. C'est de faire en sorte que tu es capable de dire pour n'importe quelle marque, ben ça, c'est un produit Chanel ou c'est un produit whatever parce que tu connais l'histoire comme tu as dit, tu connais fait que fait qu'autant que l'infoprenariat et le luxe ont, bon, des produits très différents puis des expériences très différentes à vivre. Au final, j'aime comment est-ce que ces codes-là parce que c'est juste de créer une expérience qui est homogène et ce moi transformationnel aussi. Parce que même quand tu t'achètes ton premier, c'est aussi con que quand je me suis acheté mes premiers Louboutins que j'ai portés, je pense 2 fois là, parce qu'ils font vraiment mal. Mais juste l'expérience d'y aller sur place, puis de connaître aussi le prestige aussi de la marque, puis l'espèce de tu vas posséder un petit peu de ça. Mais quand tu t'en vas dans un événement aussi, tu vas aussi posséder un petit peu de cette expérience-là à travers qu'est-ce que tu crées. Tu as aussi, mentionné l'humilité de travailler à côté des grands. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé parce que ou tu as toujours été quelqu'un qui préférait être behind the scene? Parce que pour certaines personnalités, par exemple pour moi, à un moment donné, j'aurais besoin de shine, j'aurais besoin d'être moi aussi devenir grande, tu sais, tu vois? Je mets des gros guillemets, mais tu comprendras. Fait que, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps, une obligation finalement de travailler dans le luxe? Je pense que je suis comme ça de base. Bon, pourtant, je suis une petite fille qui a fait beaucoup de danse classique et qui aimait monter sur scène pour danser. Mais moi, j'aime voir les gens rayonner.
c'est vraiment mon truc. Tu vois? Quand tu es montée sur scène, ça me prend, hein, d'émotions, j'ai les larmes aux yeux et je me dis: «Ça y est, I did it, elle y est, quoi». Moi, tout le travail, il a été fait en amont. Bien entendu que je suis encore là avec toi toute la journée et jusqu'à la fin de la soirée et qu'après il faut encore ranger, qu'on va débriefer après, c'est OK. Mais le plus gros du challenge, il était avant, jusqu'à ce que tu montes sur scène. Parce Surtout qu'une nous fois que tu es autres. monté sur scène, toi, tu as ta pression avant de monter sur scène, mais une fois que tu es monté sur scène, toi, tu vas délivrer ton génie, ce que tu connais toi. Donc je sais, une fois que tu es lancé, ça y est, tu es parti, toi, tu flottes, tu vois? Et moi, ce moment-là, je me dis: «C'est magique, je la fais rayonner avec mon équipe, avec tout le monde, c'est pas que moi, il y a tout un combo de plein de gens là-dedans, mais ça y est». Et ça, j'aime tellement faire ça que, enfin, si moi je montais sur scène, je sais pas, c'est pas mon truc. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres non. Et moi, j'aime voir les gens rayonner parce que moi, j'ai une famille qui préfère être, dans les fins fonds de la noirceur, tu vois? Donc moi, ça me fait plaisir de voir les gens heureux. C'est vraiment mon truc. C'est ça me tu vois, rien que d'en parler, je suis là: le prochain qui monte sur scène là». Mais je pense que ça en dit long justement sur cette passion-là que tu as, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais parce que être en behind the scenes, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu fais parce que ça fait partie de ta job, c'est quelque chose qui t'anime littéralement. Puis bon, tu parles potentiellement de ta famille, mais ce contraste-là, peut-être, il y a des gens pour qui ça pourrait les avoir empirés, les amener vers le bas aussi. Je pense que toi, tu t'es servi potentiellement d'expériences passées difficiles pour bâtir complètement l'opposé. Est-ce que j'ai raison? Ouais, ouais, tu as complètement raison. C'est tout ça. Moi, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me rend heureuse et moi déjà mon principe de base, c'est d'être heureuse. Je veux me réveiller avec le sourire et je veux me coucher avec le sourire et chaque, problème, les gens vont dire: «Problème», moi je vais me dire: «OK, c'est un challenge, on y va, go, je suis sur terre, c'est pour vivre, donc voilà», tu vois? Et ouais, moi j'adore voir les gens moi je rayonne en backstage, je suis très forte en backstage. Moi ce que je veux, c'est que vous libérez, que vous soyez tranquille d'esprit et que vous donniez tout ce que vous avez à donner à vos participants, à ceux qui vous regardent. Moi, une fois que ça a marché, moi je rayonne en backstage quand vous rayonnez sur scène, ça me fait la même Oui. le même effet, je pense. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Te voir dans ton élément, c'est très rayonnant. Écoute, j'aimerais ça qu'on passe à l'aspect justement construire l'événement, puis la rentabilité, puis toute la tech en arrière. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, l'événementiel, c'est quelque chose que tu fais quand tu es rendu big, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as une grosse audience. Ça coûte cher. Pour les peu de personnes qui ont tenté l'expérience, souvent, on essaie de se lancer dans, justement, c'est des gros événements. On se dit, tu sais, c'est un peu tout ou rien. Faire un événement à 12 15 personnes, c'est pas assez, ça sera pas assez rentable de toute façon. Est-ce que ça vaut l'investissement d'aller travailler en plus avec une agence, les coûts qui viennent en arrière parce que c'est de la location de salle, gna, gna, gna. Fait qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on se dit. Il y a des réalités puis j'aimerais ça qu'on creuse ça. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un événement devient rentable? Est-ce que tu peux nous parler des éléments qu'il faut absolument penser dès le départ si on veut que l'événement paye pour lui-même? Ouais, bah, je pense que le premier step, et moi, c'est la première question que je demande à n'importe qui: «Pourquoi tu fais cet événement?» Parce que si tu as le pourquoi, on le fait, on va pouvoir tout construire autour. Pourquoi tu le fais? Hem et est-ce que c'est un one shot ou est-ce qu'il va en avoir plusieurs? Et à partir de ces premières petites questions, on se dit: «OK, on va composer autour». Donc si tu m'appelles et tu me dis: «On peut faire un séminaire?» Oui, mais pourquoi tu le fais? Bah, parce que alors j'ai plusieurs réponses à ça. J'en ai, ça va être: «Hop, bah, parce que j'ai envie». Oui, OK, tu as envie, mais tu imagines qu'il y aura combien de personnes? Je sais pas, peut-être 100. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu leur apportes? Pourquoi tu le fais? J'ai envie de partager mes connaissances et puis derrière, je vends un mastermind. Ah, voilà, pourquoi tu le fais? Parce que tu veux vendre un mastermind. Tu préfères le faire en one to one, en présentiel. Oui. OK. Donc là, il va être rentable. Il va vendre un mastermind derrière. Donc il va pas aller sur le coup. Et en fait, moi, je vais poser toutes ces questions-là pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ça qui fait, comme je sors de la mode et du luxe, je regarde pas le premier, tu vois? Je regarde pas juste au bout de mon nez, je vais aller fouiller pourquoi et après je vais pouvoir répondre aux bonnes questions et construire avec mon client le le bon event. Parce que des fois, on me demande un séminaire et à la fin, en parlant,
À la fin du call, je fais: «Mais en fait, c'est une immersion qu'on va faire. On va commencer Mmh par une mh. immersion, ça paraît plus logique parce que on va pouvoir récupérer un peu de trésor qui va nous permettre plus tard de faire un séminaire et cetera». «Ah bah ouais», et des fois, on commence par d'autres choses que l'idée qu'ils avaient au départ. Je trouve ça intéressant parce que quand tu as commencé ta réponse, je me suis dit: «Ah, c'est pour l'alignement, c'est pour savoir le why derrière, c'est pour vraiment incarner ça». Puis plus tu répondais, plus c'est une question de modèle d'affaires, en fait. C'est pour comprendre comment est-ce que la personne va rentabiliser son truc. Fait qu'il y a une partie de ta job, est-ce que c'est commun ou est-ce que c'est toi qui as décidé de faire ça, qui est littéralement de brainstormer le modèle d'affaires de l'événement pour s'assurer qu'il y ait un succès financier en plus. Ouais, ouais, c'est non, ça fait partie de ce que fait Madame Evans. Pour moi, c'est, enfin, on est entrepreneur, j'ai choisi de travailler avec des entrepreneurs, je suis entrepreneur. Donc, pour moi, une agence événementielle, elle gère aussi le budget, on fait des estimatifs de budget. Si on part du point de départ, l'idée, c'est que ce que tu vends pour l'event, ça se dépense à l'event et qu'on n'aille pas manger dans ta trésorerie. Et voir comment, même si on ne rentabilise pas à l'instant T pendant l'event, comment je vais pouvoir t'aiguiller et rentabiliser même après, même si c'est un an après. Dans tous les cas, pour moi, un événementiel l'événementiel en présentiel, c'est comme quand tu fais de la pub sur les réseaux. C'est de la communication, c'est du marketing, sauf que c'est en présentiel. Donc il y a des coûts, hein, quand les gens ils font de la pub, Ads, ils mettent des sacrés budgets, l'événementiel présentiel, c'est un sacré budget, mais pour moi, il y a un avantage, c'est que c'est réel et il y a rien de mieux que le réel. Parce que là, c'est Est-ce vrai, que tu es là. ou oui, non, je veux dire, tu peux pas créer la même tu pourras jamais créer la même expérience en ligne que ce qui se passe en vrai. Je suis 100 d'accord avec toi. J'ai souvent entendu, de la part de personnes qui ont fait des événements, qui un petit peu comme le c'est comme les livres aussi, là, mais que genre, c'est pas nécessairement rentable, puis ça sert à d'autres choses. L'événementiel qui est à peu près la même affaire, où l'événement, tu vas viser juste que tu sois even, puis et dans le fond, par rapport à tes coûts, puis juste le revenu créé par les billets, par exemple, ou sponsors, whatever, et que justement, ça amène à quelque chose d'autre plus tard. Par contre, on faut quand même prendre en considération que dans un événement, ben, il y en a qui ont le budget pour faire un budget d'avance parce que ça prend le cash flow aussi. Le budget pour faire un événement de 300 personnes, c'est pas le même budget que pour un événement de 12. Puis si tu veux vendre quelque chose puis être rentable parce que ton événement est event, ça veut dire que ce que tu dois vendre à 12 personnes est beaucoup plus cher que ce que tu dois vendre à 300 personnes, right? So, est-ce que ça fait partie de l'analyse pour déterminer, premièrement, est-ce que tu peux te permettre un événement en personne? Il y a ça à la base. Puis 2, est-ce que tu penses que tu vas être rentable plus tard? Mais il y a de la data qui te manque, par exemple. Est-ce que la personne est bonne en vente? C'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup et dépendant aussi de la communauté, du nombre de clients que le client a. Je pense qu'il faut se poser plein de questions. Je pense que avant de se lancer à faire un événement, on doit passer du temps ensemble, à discuter. C'est important parce que si dès le départ, on communique bien et que je pose les bonnes questions et que le client répond aux bonnes questions, j'ai tant de followers sur les réseaux. Dans ma liste email, j'ai tant de personnes aussi. En termes de clients qui ont acheté ma formation, j'en ai tant. OK, on peut se prendre un espèce de pourcentage de potentielles personnes qui vont venir, qui vont se déplacer et de là, on peut faire un estimatif que si tu vends une formation, tu vas vendre à X de présents et dans ces cas-là, tu vas récupérer cet argent et ce qui est très important aussi au point de départ, c'est de faire un estimatif budgétaire de l'événement, de: «Je veux faire ça, 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 ça». Nous, notre métier, c'est de savoir dire aussi: «Attention, parce que si on fait ça, il y a telle dépense à côté, telle dépense». Donc on Mmh. estime le budget global de l'événement, on le divise par le nombre de personnes qu'on espère avoir, qu'on estime avoir et ça te fait un coût moyen par personne. Et ce coût moyen, est-ce que c'est le prix auquel tu peux vendre ta place? Est-ce que ta communauté va acheter à ce prix-là? Oui, non. Si oui, top, potentiellement, tu vas faire une opération flat. Sinon, tu sais que tu vas devoir investir de l'argent dedans et vendre un produit derrière pour sûr. Est-ce que, c'est quoi l'entrepreneur qui avait la plus petite business qui a fait affaire avec toi? Puis qui a fait quelconque forme d'événement, là?
Mais la plus petite business avec la plus petite audience. J'ai pas nécessairement besoin d'un nom, je peux avoir la Ouais, ouais. taille. Écoute, celui, je dirais, qui s'est lancé, c'était pour faire un mastermind, et en fait, c'était pour accompagner les entrepreneurs et lui, il est plutôt dans l'IMO de base. Donc, c'était un démarrage de business. J'accompagne les entrepreneurs parce que je suis un businessman et que je sais faire, donc j'ai envie d'aider les autres. Mais Donc il pas se lançait, d'audience. mais non, pas d'audience, très peu d'audience, enfin pour moi pas, par rapport aux Oui, autres clients que je peux avoir, tu vois? oui, Et il a lancé un mastermind et c'était, judicieux et un mastermind de qualité et ils étaient pas plus de 15, tu vois? Et ça s'est bien passé et oui. il a pas fait énormément d'argent, mais c'était rentable. Fait que dans le fond, c'est intéressant parce qu'il y a différents types d'événements. Parce que moi, je m'attendais, j'étais comme: «Ah oui, c'était genre un séminaire en personne de je sais pas 15 20 personnes ou je sais pas quoi». Mais tu me parles de mastermind, mais la plupart quand moi je pense au mastermind, je pense aux produits. Je pense au coaching, pendant l'année. Je pense, oui, à certaines retraites qui font partie de ça effectivement, mais je pense pas nécessairement c'est un événement. Je pense que c'est les événements font partie de ça. Mais d'avoir quelqu'un qui nous accompagne là-dedans, oui, ça va gruger dans notre marge de profit, mais ça serait quoi, selon toi, les avantages? Je te demande de faire un pitch pour ta propre business, mais c'est quoi les avantages de travailler avec quelqu'un? Surtout quand tu es un infopreneur, tu te dis: «Ben, regarde, c'est pas compliqué, là, je vais juste louer, des chambres dans un hôtel, puis je vais faire un deal avec le proprio, puis it's fine, là, je me trouverai des sacs cadeaux, je vais acheter ça chez Dollarama». Tu sais, je sais pas, là. Fait que qu'est-ce qu'on voit pas dans ce genre d'événement-là spécifiquement qu'on prend pour acquis? Ouais, et oui, tu comprends pour qui ça arrive souvent. Bah, si on prend le mastermind, parce qu'un séminaire, je peux faire une très, très longue liste et puis, je pense que, tout le monde se rend un peu plus compte du travail qu'il y a en séminaire qu'en mastermind. Mais en mastermind, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, déjà, moi, quand on va me démarcher, je vais dire: «OK, c'est comme un séminaire, hein. C'est quoi ton branding? Pourquoi tu fais ce mastermind? Est-ce que c'est sur une session? Est-ce qu'ils se rencontrent plusieurs fois l'année?» Parce que c'est pareil, on peut, diviser les coûts. Tu peux dépenser un peu plus sur une session parce qu'on est dans tel pays et que ça coûtera plus cher et puis un peu moins et puis surtout, je vais aiguiller. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé pour des clients de dire: «Écoute, là, tu veux aller dans tel pays, ça va coûter un peu cher. Par contre, comme, ton optique, c'est de les faire transformer et que tu commences sur un pays en hiver, finissons sur un pays en été et ils auront fait les 4 saisons». Tu vois? Je vais Nice, raconter ouais. une histoire et cette Oui. histoire, je vais pas la raconter à ses clients, c'est lui qui va la raconter et les gens vont se dire: «Waouh, génial, il raconte une super histoire». Je lui donne une histoire et c'est OK. Encore une fois, moi, j'aime voir les Mmh. gens rayonner. Donc je vais donner toute ma créativité et j'en ai, on me le dit souvent et à côté de ça, je vais pas juste réserver un hôtel. C'est-à-dire que moi, quand je cherche un lieu qui ressemble à mon client. Je vais pas, par exemple, toi, faut organiser un mastermind, je vais pas t'amener dans un hôtel où c'est, très, très théâtre rouge, tu sais, très, c'est pas ton style. Je sais quel est ton style. Je vais aller chercher un hôtel qui ressemble à Geneviève. Je vais aller rechercher une salle de conférence parce que en mastermind, je vais faire des activités qui ressemblent à Geneviève. Je vais faire des goodies qui ressemblent à Geneviève et encore une fois, je vais pas aller chercher des trucs qui sont chers, je vais aller chercher des choses qui sont un rapport qualité-prix. Un mastermind, c'est du high ticket, les gens payent Mmh. cher. Moi, je sors du luxe et du coup, pour moi, la qualité, c'est la longévité. Donc si quand on fait un mastermind, on va en faire plusieurs. On ne fait pas un one shot en mastermind. Donc si on veut que les gens reviennent, il faut qu'ils ressortent avec quelque chose et ce quelque chose, c'est, heu, je vais préparer un formulaire, je vais leur demander aussi, c'est quoi vos allergies, vos intolérances? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Je vais les aiguiller sur plusieurs choses. J'étais en mastermind il n'y a pas longtemps, les gens, ils m'appelaient moi: «Ah Mélanie, j'angoisse un peu pour l'avion». Bah, vas-y, moi je prends le vol à telle date, à telle heure, ils le prennent en même temps que moi. Du coup, on prend Mmh. le taxi en même temps. En fait, il y a vraiment tout ce service-là et c'est pas à mon client de le faire. C'est pas mon client qui va dire: «Ah viens, on va au même hôtel». Lui, il est concentré, il va délivrer pendant 3 jours de mastermind son cerveau. Il et pendant quand tu es en salle de réunion, moi, je vais aller voir que la nourriture est bien prête, que le restaurant est prêt, que c'est propre, que, après une pause où tout le monde a été prendre un café, il débarrasse bien, que les toilettes sont propres, que
qu'il y a du savon, qu'il y a du papier toilette, enfin, tous ces détails-là qu'on ne voit jamais, nous, on les fait avec mon équipe et pour moi, c'est ça le sens du détail, c'est ça la qualité d'un événement. C'est pas que ce qui se passe dans la salle ou ce qui se passe à l'entrée ou à la sortie ou pendant la soirée, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est un serveur qui fait la tête parce qu'il s'est engueulé avec son patron, bah, changez-moi le serveur. Moi, c'est ça que je veux faire, parce que toute petite chose, on va dire que si c'est ton événement, on va dire: «Ah bah, c'est de la faute de Geneviève» et ça peut entacher, en fait, l'expérience. On va plus se souvenir et c'est humain, du négatif que du positif, en C'est premier normal. lieu, d'accord? Et quand les gens vont mettre un avis sur ton événement, ils vont d'abord retenir ce qui n'a pas été et après ils iront chercher ce qui a été. Mais le commentaire, il a déjà été fait, c'est trop tard. Moi, je suis là pour que tout se passe bien et que le premier avis qu'on pense, c'est: «Waouh, c'était génial». Voilà, c'est mon job. Ça fait partie du job des event planners. Est-ce que est-ce qu'il y a des moments de calme dans ton cerveau? Non, tu bien traduit. Non, mon Dieu, c'est tu sais, je Il le dit en riant par contre. On est OK. j'aimerais bien avoir un bouton. Tu sais, en plus, je l'ai dit à une amie à moi hier, j'ai déjeuné chez des amis. J'ai dit: «Punaise, qu'est-ce que j'aimerais avoir un bouton là, on off, juste pour plus Oui. réfléchir». Mmh. Mais en même temps, c'est aussi tout à ton honneur. J'imagine que ça doit rajouter aussi une pression de tout est parfait, faut pas que j'en laisse passer une pour les impacts de cette expérience-là que tu crées. Mais c'est aussi tout à ton honneur parce que c'est clairement on pense que le luxe, c'est les grosses affaires flashy, là, mais c'est pour moi, c'est pas que. C'est Mmh. aussi ce détail-là, justement. Mmh. Parce que tu sais, quand tu rentres dans une chambre d'hôtel, dans un resort, genre en République dominicaine, OK? Puis, tu es comme flabbergasté par le petit canard en serviette sur le lit ou genre, comment est-ce qu'ils ont plié le papier de toilette avec le truc. Tu remarques ces détails-là parce que c'est pas ça que tu fais chez vous. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi. Le luxe, c'est aussi ça, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais en Thaïlande, puis, on avait le luxe de pouvoir aller déléguer le lavage, le séchage, le pliage, puis on faisait juste aller prendre le sac de vêtements tout plié, puis on mettait ça dans le quelqu'un qui l'a fait pour toi et qui l'a pensé pour toi. Bon, là, j'ai payé pour mon truc, fait qu'il y a personne qui s'est dit: «Ah, John, veux-tu que je plie tes vêtements sales?» Mais reste que c'est ça quand même, Mmh. c'est quoi le feeling que tu vas avoir quand tu vas voir que quelqu'un a passé à tous les détails possibles de ton confort? Je Mmh. trouve ça super intéressant. Super intéressant et intéressant à vivre aussi. Mais ça, c'est comme pour des gros événements, avec des gros budgets, avec des gros price tags aussi, mine de rien. Mais tu sais, je me dis, là, quelqu'un qui se dit: «Ben, regarde, j'aimerais ça commencer dans l'événementiel, mais le problème, c'est qu'avant d'avoir vendu mes billets, j'ai pas d'argent». Dans le sens où j'ai peut-être un certain montant, mais je sais pas combien ça coûte. J'ai l'impression que la salle, ça va me coûter un bras, une jambe puis un rein. Hem Je peux pas attendre de vendre mes billets pour commencer à faire des dépenses. Donc, c'est quoi le minimum viable event que je peux faire? Est-ce que je me dis: «Ah, ben, je peux-tu faire un événement à 15 personnes? OK, mais à 15 personnes, je vais charger combien? Je peux-tu le vendre à 300 piastres? Parce qu'après ça, moi, il faut que je te paye toi, il faut que je paye la salle, il faut que je paye la bouffe, il faut que je paye plein d'affaires». Fait que c'est quoi qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit viser? En fait, c'est pas tant en nombre de places ou en coût par billet, mais c'est en revenu total. Puis quel budget on a d'avant pour faire un down. Ça ressemble-tu à ça? Peux-tu juste me passer au travers du processus pour des gens justement qui ont pas nécessairement encore qui ont pas fait les revenus avec leurs billets, puis qui ont pas nécessairement plein d'argent de côté? Mmh mh. Bah, en fait, on peut se dire: «Allez, je veux faire, un événement d'une journée, ils seront, 10 et et derrière j'ai rien à vendre». D'accord? On prend le pire, le enfin, c'est pas un pire des cas, mais les le point de départ de base, base, base et j'ai pas de trésor, j'ai pas un sou à mettre dedans au point de départ. OK? Bah, on peut quand même déjà estimer, c'est-à-dire que faut toujours appeler, une agence événementielle pour estimer le coût parce qu'on sait jamais trop l'estimer. Il y en a, ils vont dire: «Ah non mais c'est bon, je vais prendre une salle, ça va coûter 500, et puis, ou alors, tu sais, ils vont aller sur Booking. J'ai souvent des gens qui me disent: «Ah mais j'ai regardé, hein, sur Cactus ou sur Booking ou milieu une salle, c'était tel prix». Oui, oui, bah, quand tu réserves une chambre sur Booking, le prix qu'on t'annonce au départ, c'est le prix de base. C'est la chambre Mmh. basique, en petit-déj, et puis il faut payer tout, tout de suite. Par contre, si tu commences à vouloir payer plus tard, avec une vue mer, avec, le petit-déj, avec ci, avec ça, le prix il grimpe. Bon, bah, c'est partout pareil, hein. La gratuité ou le magique n'existe pas malheureusement, hein.
Donc le point de départ, c'est déjà appeler une agence parce qu'une agence qui te fait payer un devis, ça existe pas non plus. Donc moi, dans tous les cas, je passe toujours au minimum une visio d'1 heure où on va tout éplucher au point de départ et après la personne, elle décide ou non à bosser avec l'agence. Je sais pas, tu me payes et après on verra. On estime, on voit si ça rentre dans les clous et après on go ou on pas go ensemble. Je laisse le choix de et puis en plus, Mmh. faut fitter parce que si on fitte pas, ça va pas marcher. Si j'arrive pas à comprendre qui tu et si tu dès que tu me vois, tu te dis: Je peux pas me la supporter, ne travaillez pas avec moi». On va quand même beaucoup collaborer, je vais être avec toi en loge, C'est je ça, j'allais sais pas ce dire, qui c'est se assez passe. intime comme processus quand même. Oui. Faut quand même m'apprécier, ou au moins Oui. quelqu'un de ma team. Mais oui, en fait, il peut vendre les tickets et après réserver un event avec 10 personnes, tu trouveras toujours un lieu. Donc tu peux commencer à vendre tes places, voir si ça marche et après réserver et faire appel à l'agence si tu veux que l'agence te le fasse. Et après nous, ce qu'on propose, ça m'est déjà arrivé, bah, l'année dernière, c'est une association, de micro-crèches, tu vois? Et en fait, elles avaient pas le budget pour prendre la presta Madame Evans au complet avec organisation de présence sur place, mais j'ai fait de l'accompagnement. J'épluchais les devis et en fait, elles me payaient à l'heure et en fait, j'ai fait un accompagnement juste pour qu'elles fassent pas de bêtises et qu'elles se fassent pas avoir. Voilà et c'était top et elles ont apprécié. Avoir su avoir su que c'était possible. Mais tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas, puis je pense que personnellement, ma plus grosse leçon, c'est effectivement ça, c'est que c'est tellement de détails, puis de choses que tu sais pas, que tu sais pas. Parce qu'on pense quand tu penses à l'événementiel, ben, je vais avoir besoin d'un endroit, je vais avoir besoin, potentiellement, ben, de vendre des billets, je vais avoir besoin de j'ai-tu quelque chose à leur remettre? Tu sais, c'est à peu près ça. Là, c'est tout. Tu fais à peu près toute ta liste, puis ça veut pas dire que tu vas rester aussi en surface, mais tu vois pas les négociations possibles, tu vois pas les coûts secondaires comme tu as mentionné, tu sais pas, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes aussi pour pas te faire crosser dans le processus non plus dans un contrat. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu sais pas. Puis tu sais, moi ma perspective de départ avec tout ça, c'était comme n'importe quoi dans la vie, je peux l'apprendre en avançant. Dans le sens où, tout ce que j'ai fait, ben, oui, j'ai un bac que j'utilise à peu près en communication, mais le reste en entrepreneuriat web, ben, je sais pas, j'ai pris une formation, j'ai regardé, j'ai avancé. En faisant l'expérience, ben, j'ai fait des erreurs. Puis, tu sais, j'étais comme: «Ben, je vais faire ça de la même façon». Tu sais, c'est quoi la différence? C'est juste, bon, il y a des coûts qui viennent avec. Par contre, là, je pense que ça, c'est une des bonnes différences, je te dirais. Mais dans tous les cas, en rétrospective, c'est tellement de détails. Après ça, c'est peut-être la taille. Peut-être que tu me diras, là, c'est peut-être la taille de l'événement qui fait que j'aurais 100 été mieux de commencer dès le jour 1 avec vous autres, par exemple, versus un événement beaucoup plus petit où peut-être là, j'aurais effectivement juste eu besoin d'accompagnement puis que, tu sais, ça valait pas nécessairement la peine. J'aurais pu me lancer dans cette perspective-là de je vais apprendre au fur et à mesure. Est-ce que la taille, selon toi, joue un rôle dans ça? Hem, je pense que c'est pas la taille, c'est, ce que vous êtes. Je vais C'est parler jamais une de ce que question de j'ai taille, right? enfin, exactement. Non, c'est ce que vous êtes, vous, les infopreneurs et en tout cas vous, mes clients. C'est que moi, j'ai de la chance de travailler avec des gens authentiques, des gens qui ont un côté humain fort et qui sont over delivery. Vous voulez toujours donner, 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 donner. Donc j'ai aucun client qui va me faire un event où ça va être juste une salle, juste je monte sur scène et juste je parle. Ça n'existe pas. Parce que, vous n'êtes pas comme ça et du coup, moi, je n'attire pas les gens comme ça, qui ne sont pas enfin, voilà, c'est je pense qu'à chaque fois, tu fites avec les gens, qui sont un peu comme toi. Moi, je suis over delivery avec mes clients et mes clients le sont avec les leurs. Donc non, tu peux pas, pour répondre à la question, enfin ou alors faut faire un truc simple et mais le simple, moi, je trouve que c'est pas terrible donc Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, en fait, je pense qu'il y a peut-être une différence entre simple, basique et simple peut-être, dans le sens où genre ça peut être un événement qui a quand même un gros impact à cause du message puis de l'environnement dans lequel il va être, mais qui a pas nécessairement énormément de bells and whistles, puis genre la bouffe, puis le traiteur, puis le streaming, puis nanana, qui ça va simplifier le processus, hem, mais il est pas nécessairement basic. Tout ça étant dit, je suis d'accord que je peux tu des choses qui sont un peu plus,
une mise en scène, disons. Puis ça m'amène un peu la question que je voulais aller ensuite, c'était comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu as bien saisi l'ADN du client pour être capable de créer cette immersion-là? Est-ce que parce que tu as parlé du why, mais on a parlé plus du why au niveau du modèle d'affaires. Comment est-ce que tu fais pour traduire une personnalité ou une marque en expérience qui est un peu plus vivante sans que ça sonne fake ou forcé potentiellement parce que c'est pas moi qui l'organise, c'est toi, tu sais? Ouais. Bah, déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai je sais ravaler mon ego. J'ai un ego, hein, comme tout le monde, hein, je vais pas dire que j'en ai pas, mais je sais le ravaler et encore une fois, moi, mon why, c'est de mettre les gens en avant, de les faire rayonner. Donc et malheureusement pour moi quand j'étais jeune, mais heureusement pour moi dans ce que je fais maintenant, c'est que moi, j'avais une maman qui préférait, vraiment se mutiler, heu et du coup, j'ai appris à voir, sans le savoir quand j'étais petite, hein, ça a commencé, j'étais jeune, j'avais que 13 ans, j'ai appris à ressentir, à voir les choses, à observer les choses et à comprendre une personne. OK, qu'est-ce qu'elle son visage exprime quoi? Son attitude exprime quoi? Ce qu'il y a autour d'elle exprime quoi? Hem, Ses cheveux, ses lunettes, le tableau que tu as derrière, la plante et en fait, je regarde tout, mais vraiment tout. Moi, je suis celle qui va voir qu'il y a une petite tache, là ou que quelqu'un a entre les dents. Je suis celle qui observe et en plus, j'ai été formée chez Hermès en joaillerie à détecter sur les diamants. Donc j'observe et en observant, on comprend les gens, plus en leur parlant. Je suis une grande communicante, donc je leur parle, plus, je vais aller sur les réseaux aussi de la personne. Quelle musique elle met à ses réels, quelle musique elle met à ses stories et ça, plus ça, plus ça, plus ça, je suis sûre que je suis sur le franchement, c'est peut-être, un but de ma personne, mais je me trompe pas, en fait. Right. Mais je pense que c'est pour moi, c'est une qualité énorme. Dans le sens où moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup chez les gens qui m'entourent. Mais c'est aussi partiellement mon love language, mon mon love language de réception. Je ne sais pas si tu as entendu parler du 6e love language dans les dernières années. Dans le fond, il y en a toujours à peu près 5. Je ne vais pas essayer de les nommer parce que c'est sûr, je vais en oublier un. Mais éventuellement, ils ont comme développé le processus. Je ne sais pas si c'est le même dude qui a développé les 5 premiers qui est allé avec le peu importe. Le 6e love language serait de feeling known, dans le sens où se sentir reconnu puis vu d'un certain sens. Puis moi, ça résonne énormément avec moi. Fouille-moi pourquoi, quelle expérience de jeunesse que j'ai eue qui a créé ça, mais de sentir que quelqu'un a pris le temps d'observer. L'observation pour moi, c'est une marque de respect puis d'appréciation. Dans le sens où genre je vais prendre de mon temps, de mon énergie pour regarder qui est-ce que tu es. Parce que oui, ce que tu dis a beaucoup à voir avec l'intérieur, mais aussi comment est-ce que tu agis, les petits détails, les manières le maniérisme aussi, qu'est-ce que ça amène? Comment est-ce que, la différence dans ton rythme de voix? C'est niaiseux, mais toutes ces choses-là en dit tellement long sur une personne, puis fait que pour moi, c'est une qualité quand je vois les gens qui font ça, parce que je suis comme: «Wow, ça me fait sentir vue, ça me fait sentir respectée». Fait que pour moi, c'est une qualité énorme que tu as, peu importe d'où ça vient. Je pense que ça aide dans ton travail, mais je pense que ça aide dans Mmh. tes relations aussi potentiellement. Ça se Oui, peut-tu? ouais, ouais. Ça aide, ça m'aide beaucoup et j'aime beaucoup cette partie de moi. Heu, En tout cas, il y a des choses qu'on aime Moi moins aussi. chez soi et des choses qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça et oui et j'observe, mes autres clients, hein, je suis en train je suis à fond là en ce moment sur l'organisation du séminaire de Jody Cavalier, j'ai tellement observé, que je sais et même l'année dernière quand le DJ mettait une musique, j'ai: «Ah, c'est pas Jody ça? Non, OK, on va travailler même sur la playlist. C'est pas lui ça». Tu vois? Je C'est je excellent. pense que je pourrais même dire, à la fin, tu pourrais mettre ce parfum, non ce parfum ça t'irait pas, tu vois? Je sais pas comment trop l'expliquer, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est naturel chez moi et que j'adore faire. Je pense que, dans cette attention-là du détail, tu crées cet environnement-là justement on a parlé de luxe aussi, d'expérience, mais pour le créateur, pour la personne qui est sur la scène, pour le formateur, whatever, comment est-ce qu'on veut l'appeler, il y a, l'événementiel en tant
tel il y a quelque chose de très sérieux, tu sais, presque CEO energy dans le fait d'organiser un événement. C'est sûr que le faire avec quelqu'un en plus qui a cette attention-là aux détails élève cette énergie-là encore plus, mais est-ce que tu penses que ça peut jouer, genre juste créer un événement qui soit petit ou grand, ou peut-être que c'est à partir de grand, tu me diras ce que tu en penses, mais une grosse crédibilité puis une montée en gamme dans son branding? C'est pas nécessairement la branding qui se traduit en événement, mais le contraire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça fait du sens? Non, ça fait du c'est logique. Oui, ça fait du sens. Heu, Moi, je pense, je vais prendre l'exemple de Cédric, parce que c'est avec lui que j'ai commencé, tu vois, dans le Oui. milieu de l'infoprenariat. Il faut savoir que lui, son premier séminaire, ils étaient 13, si je me trompe pas, dont son épouse, son comptable, tu vois? Donc il y avait pas beaucoup de monde, Ouais. hem et tu vois, ça a grandi. Mais comme il est resté lui et qu'au fur et à mesure il s'est entouré de personnes qui l'ont aidé à être encore plus lui et d'assumer encore plus qui il était. Et moi, pareil, quand je suis arrivée, moi, Cédric, j'allais même faire du shopping avec lui pour lui dire: «OK, sur scène, tu vas porter ça parce que c'est ça qui me va, en fait». Oui. C'est tu vois? J'allais jusque-là, et en fait, mais il a grossi jusqu'à faire des séminaires de 3 000 personnes par jour Oui. sur 2 jours. Oui, c'est énorme. et C'est puis et mais c'est ça, fait que tu penses que le 1er séminaire a joué dans la crédibilité du deuxième et ainsi de suite au final? oui, oui, ouais, Fait que ouais, c'est de moi, je pense que commencer. faut commencer, donc faut commencer quelque part. Je pense que c'est pas le nombre Mmh. de personnes, mais c'est la Mmh. qualité de l'événement, la qualité des gens qui vont être présents, la qualité des personnes qui vous entourent. Encore une fois, hein, tout est un si un repas est bon, c'est pas juste parce que le légume ou la viande ou la sauce, c'est la sauce avec la viande, avec le légume, avec, la boisson que tu auras à côté, avec l le décor, la table, les couverts, si le verre est gras, Mmh. si l'eau elle est calcaire, ou elle a un goût de javel et que, bah, ton repas il est gâché, on est d'accord. Donc c'est tout ce Oui. qu'il y a avec et Le si même tout repas dans une cafétéria, c'est complètement différent. c'est quand même pas pareil et si tout est qualitatif et au fur et à mesure, tu grandis et que tu te fais de plus en plus grand, tu es toujours dans la qualité, voire à apporter encore plus et encore plus. Mais les gens, ils sont en haleine, ils ont à chaque fois on me dit: «OK, ça va être quoi la prochaine fois et ça va être quoi la prochaine fois?» Et les gens, ils attendent ça et tu deviens vraiment, une personne dans ce milieu où les gens, pour eux, c'est l'événement de l'année. Pour lui, en tout cas, c'était devenu ça. C'était l'événement de l'année que les gens voulaient vivre parce que c'était un shot d'adrénaline, sur 2 jours, qui prenait en tant qu'entrepreneur, tu vois? Mais à 2 000 personnes, je peux bien dire qu'effectivement cet événement-là était devenu attendu. Puis oui, il y a avec le temps, puis juste avec le métier d'infopreneur qui est devenu de plus en plus populaire et tout, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont potentiellement réussi, mais au ratio, c'est une poignée de personnes qui ont eu les bases, puis aussi le temps, l'espèce de le temps composé, dans le sens où si tu commences à 13, tu vas faire 50, puis ensuite tu vas faire 150, puis ainsi de suite. Si tu donnes ce temps-là, puis que tu as le courage de le faire aussi, parce que s'il y a beaucoup de courage avec ça, Oui. de créer ça, de faire les investissements aussi qui vont avec. Combien de temps d'avance? Je sais que c'est une question très technique de base, mais combien de temps d'avance est-ce qu'on commence à organiser un événement qui fait du sens? C'est quoi les grandes étapes qu'il ne faut pas sous-estimer parce que, encore une fois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, puis, chances are que tu es déjà en retard. Oui, bah, c'est sûr que si tu me dis, alors il y a des exceptions où des fois on se dit: «Waouh, je me suis lancé un challenge», comme avec toi où on se dit: «OK, il y a une petite pression, mais on va la gérer la pression, mais on va y Fait que tu as arriver». Ah, 90 jours ou 60 à peu près. c'est vraiment une exception. Je ne dis pas, tu vois, je pourrais pas faire ça tout le temps parce que je pense que je serais fatiguée. Oui, oui, Mais, oui. ce que je veux dire, c'est que plus on s'y prend tôt et plus on va pouvoir travailler, peaufiner les petites choses. Donc forcément, si on prend une base d'un event de même 100 personnes, bah, faut trouver une salle sympa, mais c'est pas juste trouver une salle, parce que tu as des salles avec des poteaux qui te gênent. Tu as des salles où il fait trop sombre, où le plafond est trop bas, où l'accessibilité est pas bien, où le quartier est bof, où il y a pas le pour prendre le train ou l'avion, c'est trop loin, faut penser aux participants.
où il y a pas d'hôtel, ou si tu fais pas de nourriture pendant ton event, il y a pas de restaurant aux alentours, ou alors c'est que des trucs super chers ou que des fast-food. Donc en fait, il faut avoir la salle. Même si après on fait un step, tiens, ça y est, on a la salle, mais comme c'est dans longtemps, on a le temps pour le reste, on attend un petit peu, OK, OK. Mais moi je pense que, faire un event de 100 personnes, alors après, c'est pareil, quand est-ce que ça tombe? Si tu me démarches en juin, après il y a juillet-août et c'est pour début septembre, on est un petit peu juste parce que juillet-août, toi pas pour moi, moi je sais faire. Moi, si tout le monde me répond, mais tout le monde ne me répondra pas parce qu'encore une fois, je suis face à plein de gens qui travaillent pour des sociétés et je ne critique pas les salariés, mais c'est le week-end, ils vont pas bosser, donc moi ça avancera pas. Donc je vais mettre beaucoup de temps. Mais si c'était moi, je pourrais te faire des events en 15 jours si je focus que sur ça. Mais non, faut vous dire qu'en face, je suis en face de plein de gens et puis faut les vendre les places et en juillet, août, vous ne vendrez Mmh. pas, les gens, ils sont en vacances. Donc on va pas se dire: «On s'y prend mi-juin pour début septembre» et puis début septembre, je dirais, c'est la rentrée des classes en France. Non, c'est foutu, ne faites pas d'event début septembre, attendez au moins la mi-septembre. Donc en fait, même si c'est qu'une prévision pour 2026, par exemple, c'est cool de s'appeler maintenant, juste d'en parler pour dire: «Attention, il y a ça. Attention, voilà. Attention, attention» et que je donne tous les «attention» pour être sûr de démarrer au bon moment. Mmh. Donc c'est jamais, heu, trop tôt. C'est jamais trop tôt est une bonne réponse, mais je pense que ça nécessite, puis ça, c'est pas un travail qui tombe dans ta cour, c'est un travail qui tombe dans la cour des entrepreneurs. Ça nécessite d'être organisé d'avance, de connaître ton plan de l'année, surtout si tu veux quelque chose de gros comme ça. Après ça, si c'est une histoire de mastermind, effectivement, tu as moins de participants, j'imagine que on peut prendre moins de temps, c'est une question de taille, mais au final, c'est aussi la responsabilité de l'entrepreneur de se dire: «Je suis capable d'établir ma vision pour l'année, de placer où vont être ces choses-là, puis ensuite, si on vous êtes capable d'en discuter, de dire: «Ouais, mais tu as pas pensé, quand est-ce que tu vas être capable de vendre tes places?» Puis: «Ouais, mais les gens, ils vont pas me répondre au téléphone, fait qu'il faudrait que tu étires encore plus». Fait que soit que tu t'étires d'un bout, donc tu rends plus tard, ou soit que tu commences plus tôt, mais tu peux pas vraiment revenir en arrière, ça risque d'être plus tard. Fait que je pense que l'événementiel, c'est pas nécessairement pas accessible à des petites audiences ou des petites business. C'est accessible à des gens qui s'y prennent bien d'avance, qui établissent un plan de rentabilité par rapport à, ben, soit que je veux être even, puis je veux de la visibilité, de la crédibilité, puis je suis bien contente avec ça. Parce que est-ce que on est-ce qu'on devrait s'attendre à du profit juste sur l'événement? En mastermind, oui, en séminaire, si tu as des sponsors, on peut faire du sponsoring. J'ai déjà fait pour des events du sponsoring. Alors là, oui, tu peux engendrer, des beaux montants, hein, avoir des sponsors sur ton event, c'est top, mais il faut du temps. Du coup, il faut du temps. Mmh. On peut pas se dire: «OK, il y a 6 mois pour faire un event, on fait du sponsoring avec». Beaucoup trop tard. Le temps de faire un dossier de sponsoring, de se dire: «OK, on fait une checklist de tous les sponsors qu'on pourrait démarcher», d'avoir des commerciaux sur le sujet aussi, de présenter. Ça prend du temps parce que, un premier mail, un appel, un rendez-vous, une visio, un rendez-vous physique et cetera, signer les contrats, encaisser l'argent du sponsoring, c'est un job, hein, c'est un gros job donc tu peux être en tout est possible tant qu'on s'y prend vraiment beaucoup plus tôt et qu'on discute des choses. Moi, j'aime bien là, j'ai un client qui m'a démarché avec qui on doit faire des projets. Il y en a plusieurs dans ce qu'il veut faire et il y en a un où, bah, voilà, j'ai dit: «Il y a ça, ça, ça. Bon OK, celui-là, on le met sur 2026» et ouais, super, super parce que toi, tu vas être dans le rush, moi, je vais l'être et peut-être qu'on va faire quelque chose à notre regard qui va être moyen et on veut pas faire du Mmh. moyen donc soyons plus intelligents et prenons le temps de faire quelque chose de qualitatif. Ben, après ça, si tu veux faire quelque chose de sérieux, prends-toi au sérieux, là, tu sais. Il faut que tu C'est ça. l'organises comme il faut. C'est pas nécessairement ton budget en amont qui vont changer grand-chose parce que tu l'as dit, il y a des stratégies pour faire ton pre-sale, puis genre, tu t'arranges, mais, tu sais, mais le temps. Écoute, on arrive vers la fin. Premièrement, j'aimerais avoir ton opinion sur toi qui as vu justement des événements passer de 13 à 3 000, 2 000 personnes. Est-ce que tu sens que le futur de l'événementiel, surtout dans le monde de l'infopreneuriat, ça s'en va vers quoi? Est-ce que c'est peut-être plus petit, plus intime ou de plus en plus gros, plus spectaculaire, un hybride des 2? Ou est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de trend? Ça dépend vraiment des gens. Bah, en tout cas, moi, j'ai parlé de ce que je vois et avec les clients que j'ai et ceux qui viennent à moi, ça va être
Ce qui marche vraiment, vraiment bien et de ce que je vois aussi des participants parce que à force, les gens, ils viennent me parler des fois quand j'ai le temps et ils me disent: c'est cool quand il y a ce style d'événement. Ce qui marche très bien, ce sont les mastermind immersion. Ça, on le nomme comme on veut, mais c'est le fait de faire du high ticket, qui soient complètement immergés, qui sortent de chez eux et qui soient que avec des personnes comme eux, entrepreneurs et avec l'entrepreneur, l'infopreneur qui va leur apporter alors c'est très énergivore pour l'infopreneur, hein, c'est, 48-72 heures, des fois plus non-stop, à part qu'on dort, mais on a des journées costauds, mais ça, c'est quelque chose qui plaît énormément et si on s'y prend encore une fois à l'avance, moi je pense que les gens seraient prêts à faire mastermind vacances d'entrepreneur, un combo de ça et partir carrément une semaine. Mais ça s'organise et ça s'organise de la bonne façon parce qu'il faut pas partir au mauvais moment et surtout pas pendant les hautes saisons où là, il y a c'est trop touristique, mais pas pendant les basses saisons Mmh mh. parce que Mmh. là, tu as plein de possibilités qui vont être fermées pour toutes les activités et quand tu es hors saison sur un Mmh. endroit, faut penser à ça aussi. Donc ça s'organise. Elle pense Ça à laisse le champ des tout. possibles moins large, tu vois? Et après sur les séminaires, ce qui plaît énormément, ce sont les séminaires pas à plan-plan ou juste écoute, parce que les gens s'endorment. Les gens ont besoin de vivre des expériences et ce qui plaît, qu'il y ait 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, c'est un séminaire avec un fil conducteur où tu t'ennuies pas, où il y a de la musique, où il y a cette énergie. Parce que l'entrepreneur et ce milieu de l'infoprenariat, c'est de se dire: «OK, on est libre». Mais libre de quoi, en fait? C'est quoi le vrai libre? C'est le libre financièrement ou c'est le libre de se dire que je bosse d'où je veux? C'est et en fait, c'est un peu ce combo-là qui doit vivre pendant cet event, de se dire: «À ce moment-là, je me suis sentie libre et j'ai envie de toucher à ça encore plus» et si tu sais le faire transpirer pendant l'event, en général, ça marche bien. Et les gens ont besoin de présentiel et et ils ont besoin de quelque chose avec beaucoup d'énergie. Ils ont besoin qu'on leur donne de l'énergie parce que même quand ils en ressortent, moi, ce que je conseille au mastermind, donc tu vois, je vais jusque-là, hein, ça m'est même arrivé d'appeler un médecin pour un membre et cetera, donc Mmh. mastermind, tu as du c'est du high ticket, mais je leur dis: «Attention, on a passé 2 jours, 3 jours ensemble, c'était génial. Quand vous allez rentrer chez vous, vos familles, vos enfants, votre conjoint, votre femme, ils ont pas vécu ce que vous avez vécu. Donc vous attendez pas à arriver et qu'ils soient là: «Ah génial!» parce que toi tu es pompé up toi, tu «Ah génial, j'ai pris un shot d'énergie, ah». Redescends, si tu peux te retrouver un peu seul, voilà, ou alors laisse-les venir à toi et qu'ils te posent des questions parce que derrière, ça peut te casser ton truc et tout ce Mmh. que tu as gagné, tout ce que tu as eu pendant cet événement-là, tu le perds en 2 secondes. Même moi, hein, je prends des shots d'énergie même si moi, c'est mon boulot et quand je rentre, je m'arrange toujours pour que ma maison soit vide et que je sois seule. Mon Dieu, écoute, ça, c'est dans les détails de ta propre vie, mais j'aime que tu vas au-delà, puis le après, finalement, de l'expérience de la des participants. Et j'ai une question pour finir. Est-ce qu'il y a une idée ou un concept que tu as pas encore osé réaliser, mais que tu meurs d'envie de tester en événementiel? Ouais. Je meurs d'envie, de créer un événement, Malali Events qu'avec des entrepreneurs femmes qui seraient, elles, en train de délivrer, moi je peux parler de mon expérience humaine et de ce que j'ai vécu et je pense que je peux apporter et de partir, au moins une semaine et aider ces entrepreneurs femmes qui des fois il y a toujours des moments de doute, des moments de et flûte et il y a tellement de sujets tabous et ouais, je rêve d'être, en association, en sororité avec, plusieurs femmes qui m'inspirent et que j'inspire aussi et qu'on crée un truc un peu unique et on fasse des vacances entrepreneuriales, ouais, ça me plairait bien. Ça me surprend que ce soit pas déjà fait. Tu as organisé beaucoup d'immersions pourtant? Ouais, pour tout C'est le quoi ça monde, ça mais pas encore pour moi. Parce que j'aime fait que voir les tu gens voudrais rayonner. co-créer ça, toi aussi? Oui, je voudrais le co-créer. Je veux pas le faire seule, je veux le co-créer, mais ça, ouais, j'aimerais bien le faire. Je suis tellement, tellement d'accord. J'ai commencé l'entrevue en disant justement l'impact que moi ça l'a eu. Je suis comme, tu sais, le 1er gros événement que j'ai eu, c'était le RHH Live à New York de Mary Forleo. D'ailleurs, on a resté coincés à New York pendant plusieurs jours à cause de ça, parce qu'il y avait eu un ouragan, puis on était pognés là. En tout peu importe. Marquant. On en parlera à nos enfants parce que c'est là que mon chum m'a demandé en mariage. Bref, ça pour dire que ça, les événements de mastermind dans des retraites, c'était pas nécessairement ceux qui étaient les plus
pensé qui ont eu un gros impact, mais juste de me retrouver dans une pièce avec d'autres personnes, comme tu le dis, qui pensent comme soi. Mais quand ils sont organisés, puis organisés par, j'avais une coach à l'époque, Nathalie Lucier, qui nous avait on avait eu 3 retraites, New York, San Diego, puis point d'interrogation, ou 2 peut-être. Puis celle à New York, on était allé faire du pole dancing, on le savait pas, on s'est arrivé dans le studio, puis c'était ça qu'il fallait qu'on fasse avec le groupe, puis ensuite on bref, plusieurs activités comme ça qui te sortent de ta zone de confort, qui sont puis oui, c'est pas le même type d'événement que ce que nous on organisait ensemble, mais d'être capable de créer une expérience, je pense, puis de focuser sur une expérience, puis de côté stratégique, d'amener les gens finalement comme dans un tunnel de vente ailleurs aussi dans son entreprise, c'est les nécessaires stratégiques puis de CEO qui sont nécessaires, plus le temps, pour créer quelque chose qui a vraiment un impact pour soi, pour les participants, puis dans sa business. Mmh. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ouais, mais complètement. De toute manière, moi, je peux marcher que comme ça. Je sais pas marcher autrement. Mmh. Je pourrais pas faire ce que je fais si je fonctionnais pas comme ça. Faut que tout ait du sens. Je sais pas faire semblant en Mmh. plus alors. Tout ça se verrait ça serait écrit sur mon visage. Ouais, il faudrait que tu travailles avec des gens qui ont aucun skills d'observation dans ce cas-ci. Hem, dans tous les cas, écoute, Mélanie, un énorme merci pour ton temps et ta générosité par rapport à tout vraiment le behind the scene vrai de l'événementiel en personne. Pour les gens qui ont leurs petites idées d'événements, qui voudraient te contacter aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Eh bien, on peut me retrouver sur, Instagram, Madame Evans Agency. Puis on peut aussi taper, Madame Evans sur Google et puis j'ai mon site internet. Donc ouais, je dis Google mais enfin on voilà. Heu et puis après, je réponds facile et dans tous les cas, il y a des liens et je reçois le formulaire. Il y a déjà les premières petites questions donc en général, rien qu'avec ces questions-là et mon formulaire, j'arrive déjà à percevoir ce qu'il faut faire. Après, il suffit qu'on se fasse une visio et j'aime beaucoup passer du temps à écouter et à voir ce qu'on peut faire pour vous mettre, en lumière. Yes. Merci beaucoup, Mélanie. Écoute, toi qui écoutes, si Merci à tu toi. veux aller retrouver tous ces liens-là, sont dans les show notes sur l'application directement sur Spotify ou Apple Podcast. Puis évidemment, ben, si tu as aimé l'entrevue, ben, tu peux partager ça dans tes stories. Tu peux nous taguer, moi, évidemment, barre en bas, Geneviève Gauvin. Puis le compte de Mélanie, tu l'as mentionné, madame. Il y a des points, right? Oui, Madame.events.agency. agency. Pour nous dire c'est quoi la chose que tu as entendue de cet épisode-là. Est-ce que ça t'a réconcilié un petit peu avec l'idée d'organiser un événement? Est-ce qu'il y a des mythes que tu pensais que c'était pas? C'était mon objectif avec cette entrevue-là. J'espère énormément que ça a triggeré beaucoup de réflexions. Mélanie, un énorme merci de ton temps aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Guys, on se reparle la semaine prochaine. Bye là. Bye.